débat politique reste vif sur la prorogation du mandat du chef de l'État au moment où d'aucuns s'appuient sur la nouvelle constitution modifiée en 2019 pour justifier la prorogation du mandat de l'actuel locataire de la Marina. D'autres, par contre, bien sûr, s'y opposent au principe de la non-rétroactivité. Et bien sûr, pour s'y opposer donc à cause du principe de la non-rétroactivité. Le débat partage ou divise aujourd'hui les juristes, les constitutionnalistes. Nous connaissons l'avis du professeur Joël Aïvo, par exemple, qui pense que 5 ans, c'est 5 ans et non 5 ans plus 45 jours. Le professeur Olo qui semble aller dans la même direction, mais du côté du pouvoir, cela se justifie par donc une conséquence des réformes politiques bien notifiées dans la nouvelle constitution, qui précise dans son article 153, alinéa 2, par exemple, que l'élu est en fonction et prête serment le 4e dimanche du mois de mai. Alors, que comprendre alors de cette grande question qui agite aujourd'hui la classe politique, la prorogation du mandat du chef de l'État, que ce soit le président Patrice Talon qui est élu le 23 mai ou le 11 avril, le 11 avril ou le 9 mai, il prêtera serment le 23 mai. Et si c'est un autre, il prêtera serment le 23 mai. Alors, comment comprendre et bien sûr le jeu qui a été fait? Nous sommes avec un activiste politique, il est membre de la mouvance présidentielle, il est communicateur aussi, M. Edem Guillaume Soligla, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Alors merci d'avoir donc accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors en temps d'entrer dans le vif du débat, l'autre actualité aussi, c'est le oui du chef de l'État pour un second mandat. Alors en tant qu'acteur de la mouvance, quelle est votre réaction d'abord à propos de cela? Merci monsieur le journaliste. Je voudrais tout d'abord, avant tout propos, saluer toute la maison Eden TV, vous saluer vous en particulier pour tout ce que vous faites pour l'information en temps réel et au niveau du plan national. Voilà, c'est ce que je veux dire. Merci à vous. Vous savez, le oui du président de la République pour être candidat à sa propre succession est un oui historique. Oui historique en ce sens qu'il vous souvienne qu'en 2016, bien avant que le président Patrice Talon accède au pouvoir, il avait quand même insisté sur un aspect, l'aspect du mandat unique. Et il est allé jusqu'à dire que lui ne fera qu'un mandat unique pour montrer qu'en 5 ans, on peut faire le job. Bien sûr, bien évidemment, il a réussi à faire le job en 5 ans. Mais notre inquiétude, arrivée à un moment donné, notre inquiétude était que, attention, il y avait une dynamique qui avait été mise en place depuis 2016. Il fallait que cette dynamique continue. Et pour que cette dynamique continue, il faut quand même reporter sa confiance sur le capitaine de cette dynamique. Et aujourd'hui, il est évident que le capitaine de cette dynamique, c'est le président Patrice Talon. Le oui est historique, d'autant plus que personne, jusqu'à Adjourou la fois passée, personne ne savait si le président de la République allait dire oui pour être candidat à sa propre succession. Donc c'était une surprise. Bien évidemment que les sollicitations venaient de partout, je dois vous le dire, les sollicitations venaient du peuple même allait dans les villages. C'était le peuple même qui réclamait quand même. Les partisans. Les partisans, je dis bien le peuple. Si je dis les partisans, pas seulement des partisans, ce serait tout comme si en fait, le oui du président de la République venait seulement de son camp, c'est-à-dire du BR ou soit de l'UP. Mais cette fois-ci, ce n'était pas ça. C'était le peuple même qui s'était impliqué dans le processus. Le peuple même a vu les transformations. C'est difficile à comprendre. Oui, parce que je sais qu'il y a par exemple des militants démocrates ne vous diront pas les mêmes choses. Bon, ceux qui soutiennent la dynamique à Yvonne ne vous diront pas les mêmes choses. Vous savez, sur cet aspect, c'est un aspect purement politique, mais on ne va pas mélanger la politique à la décision du peuple. Donc c'est le peuple qui a voulu. Le souhait, c'est le peuple qui a voulu. Le peuple, donc c'est le peuple qui a voulu que le président de la République. Historique. Un oui historique. Sur ce plateau déjà, j'ai entendu un oui magnifique. Et vous, un oui historique. Un oui historique. Mais est-ce que ce oui n'est pas un oui forcé? Est-ce que vous ne forcez pas la main au chef de l'État? Comme je le disais, ce n'est pas nous qui forçons. Ce ne sont pas seulement les partisans du chef de l'État qui lui ont forcé la main. C'est le peuple même, c'est le peuple qui l'avait porté au pouvoir en 2016.
C'est ce même peuple qui lui a forcé la main. Et le chef de l'État, je dis, il manquerait un devoir moral s'il refusait, s'il déclinait l'offre du peuple. Il manquerait un devoir moral. Que dites-vous alors de la promesse de mandat unique? Bon, vous savez, je dis... Est-ce que ça ne pose quand même pas aussi un problème? Parce que c'est une promesse faite. C'est une promesse. Vous savez, dans la vie, il y a certains circonstances de la vie qui peuvent quand même amener l'homme à revenir quand même sur sa décision, d'autant plus que les décisions que nous prenons, nous les prenons compte tenu d'un aspect donné, mais quand on s'y met, on finit par comprendre que... a eu raison de Patrice Talon. Vous vous rappelez, quand Patrice Talon parlait de mandat unique, la déclaration de Yaya Jammeh. Ah ben bon, vous savez, ouais, justement. Mais, cette fois-ci, il va falloir que vous compreniez que c'était une contrainte. On ne pouvait pas faire autrement. Il fallait que la dynamique continue. Et pourquoi véritablement cette contrainte était quoi? La contrainte était que le président de la République revienne au pouvoir. C'est-à-dire, soit candidat à sa propre succession. Je suis sûr, nous allons le porter encore au pouvoir pour un second mandat. Ça, c'est tout à fait... c'est normal. Parce que nous voudrions... à l'instar de tout autre Béninois, que la dynamique dans laquelle le chef de l'État, à travers son PAG, le programme d'action du gouvernement, la dynamique dans laquelle le chef de l'État s'est inscrit, on voudrait que cette dynamique puisse continuer pour que le Bénin d'ici, horizon 2026, nous puissions quand même avoir quand même un nouvel aspect du Bénin, une autre figure de notre Bénin, vous savez. Lui-même, il a dit une fois lors de cette tournée, il dit, mais je travaillerai à ce que le système que j'ai mis en place soit même imposé, d'accord, soit même imposé à celui qui va prendre ma succession en 2021. Ça voudrait dire que le système, nous voudrions tellement garder le système à tel point que même si un autre président venait en 2021, même si ce n'est pas la personne du chef de l'État, il va falloir que le système qui a été mis en place depuis 2016, d'accord, et qui émerge d'ailleurs, puisse continuer. C'est une imposition. Mais ce système n'a pas garanti une certaine cohésion au plan politique. Avec toute la crise politique née à la veille des législatives de 2019 et jusqu'à maintenant, M. Soligla. Ah oui, vous savez, dans cette histoire de crise, est-ce que moi, j'ai souvent l'habitude de dire que je n'appelle pas cela trop une crise. Moi, je ne qualifie pas cela de crise parce que quand on parle de crise, si le Bénin était vraiment en crise, 2019, 2020, 2021, c'est déjà trop proche. Si le Bénin était en crise, vous pensez qu'à l'heure actuelle, là, on serait à cette étape-là, on ne s'en relèverait pas encore. On serait encore dans la crise. Mais je ne sais pas pourquoi les gens qualifient cela de crise. C'était juste une malcompréhension. Au sein des acteurs politiques. C'était juste une malcompréhension. Ça, on ne va pas appeler ça crise. L'opposition continue à réclamer ce dialogue politique et inclusif. Il y a eu dialogue. Il y avait eu dialogue. Et c'est d'ailleurs le dialogue qui a conduit quand même à la révision de la Constitution. Ils ne vont pas me dire le contraire. Il y avait eu dialogue où tous les partis étaient représentés. Donc, il y avait eu dialogue. C'était même de ce dialogue-là qu'est née la question de la révision de la Constitution. Bon, ce n'était pas un dialogue pour pouvoir parer à une crise, non. Mais c'est juste pour s'entendre par rapport à un fait donné. Donc, dire qu'il y a eu crise, je pense que c'est trop vouloir jouer un peu sur les mots. On ne va pas jouer sur les mots. Crise. Non, mais on a vu en 2019, par exemple, rien que des partis soutenant les actions du chef de l'État qui sont allés aux élections. Ensuite, en 2020 aussi, il y a eu certains partis qui n'étaient peut-être pas entrés dans la danse pour avoir donc tout ce qu'il faut pour aller aux élections. Et puis ensuite, on est à la veille du grand rendez-vous présidentiel. Et puis certains partis s'inquiètent encore parce que il y a des dispositions inscrites dans le code ou dans la Constitution et qui aujourd'hui constituent pour eux, ces partis, verrou. Alors, quand on lit tout cela, on voit un peu l'inquiétude de certaines sociétés civiles aussi. Vous continuez à minimiser cette crise politique? Non, vous savez, si vous parlez de verrou, je voudrais m'appesantir sur le verrou. Qu'est-ce que vous appelez le verrou, monsieur le journaliste? D'aucuns me diront, je lis souvent sur les réseaux, à travers les conférences de presse de nos amis d'en face, que le verrou... des politiciens. Que le verrou, c'est le parrainage. Le chef de l'État était clair. Et je ne sais pas si vous avez suivi l'intervention des élus communaux et même des députés qui sont allés retirer leur parrainage.
Certains, lorsqu'on les a interviewés, disent, mais ils sont là, ils ont reçu leur parrainage, ils attendent qui parrainait. Et pas plus tard que la semaine passée, il y avait même l'honorable Richard Songhou, député de la 11e circonscription, membre UP, qui avait fait une sortie médiatique dans les locaux de Canal 3, où il a dit, mais jusqu'à présent, qu'il attend que les gens viennent vers lui, par exemple, pour solliciter un parrainage. C'est pour dire que le parrainage même en question, ça dit, on ne va pas faire, il ne faudrait pas que les gens apprennent à faire feu de tout bois, ça dit, il ne faudrait pas qu'on cherche du poil sur l'œuf. Si, dites-moi, ceux qui sont là, et ceux qui sont à l'Assemblée nationale, et les maires, les députés, et nos amis d'en face, ils vont me dire qu'ils n'ont pas de la famille dans tout ce lot-là, ils n'ont personne dans tout ce lot-là. C'est du mensonge. Vous voulez dire que les déclarations seront respectées? Les déclarations politiques, c'est autre chose. Non, mais le jeu reste encore autre chose. Non, vous savez. Un candidat UP, pourra-t-il accepter parrainer un candidat démocrate? Ou un élu UP pourra-t-il accepter parrainer, par exemple, un candidat démocrate qui va compétir contre, et bien sûr, son candidat qui est désormais le chef de l'État, puisque l'UP aussi a désigné le chef de l'État? Bien évidemment, parce que nous sommes dans un jeu électoral. Si moi j'étais élu, si moi j'étais un élu, et quand un tel candidat, Inchou Grec, venait à me présenter son programme, si je vois que le programme est quand même intéressant, je peux toutefois lui accorder mon parrainage, parce que c'est que moi, le chef de l'État, qui est quand même mon leader, il aura son parrainage. Mais je peux toutefois lui accorder ce parrainage du moment où son programme m'intéresse beaucoup. Ça c'est une grande contradiction en termes de convictions. Si vous croyez à un projet de société, vous accordez votre parrainage et que sur le terrain, on vous retrouve en train de soutenir un autre candidat et vous savez en votre âme et conscience que son projet n'est pas meilleur que celui à qui vous avez donné votre caution pour être parrain, il y a un plan d'incohérence qui s'oppose, M. Soligla. Alors, vous comprenez avec nous? Est-ce qu'à ce niveau-là même, est-ce qu'on va parler d'incohérence? Non. Il s'agit de parrainer des élus, d'accord? Ça devient une formalité. Non, ça devient juste une formalité. En fait, pas en tant que... C'est tout d'abord une formalité. De parrainer, c'est tout d'abord une formalité. Ça devient une simple formalité. Non, pas une simple formalité. Ça veut dire que ça n'aura plus son sens. C'est accompagné de conviction. C'est accompagné de conviction. Puisque, vous savez, je peux vous parrainer sans toutefois... En fait, je ne veux pas me mettre dans la peau des députés puisque j'en suis pas un. Je peux toutefois vous parrainer, d'accord? Parce que j'ai trouvé votre programme de société très très intéressant, sans vous accompagner lors des campagnes. Puisque je peux déjà estimer que vous constituez en quelque sorte pour moi un plan B, puisque votre programme est quand même intéressant, au cas où moi, mon candidat échouerait. Pourquoi ne se mettre pas dans pourquoi mes amis ne se mettent quand même pas dans cette dynamique-là? On a compris. On reviendra donc, on va revenir. On reviendra sur ces détails un peu plus tard. Sinon, on va s'éloigner un peu donc des thèmes d'aujourd'hui. En tout cas, merci pour ces précisions et ces analyses. Alors, la prorogation du mandat du chef de l'État, la question est posée, hein. Patrice Talon sera-t-il toujours président du Bénin après le 6 avril? Pour certains acteurs de l'opposition et certains hommes de droit, c'est que la réponse est négative. Même pour ceux qui sont les promoteurs, les initiateurs, ceux qui ont initié, ceux qui ont fait adopter les lois et autres, la question est bien précise, c'est constitutionnel. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cela? Oui, vous savez, quand nous prenons la Constitution de 90, la Constitution de 90 elle-même comporte en son sein les propres règles de sa propre révision. Donc je voudrais d'abord dire que le fait d'avoir procédé à la révision de la Constitution ne constitue pas encore comment on appelle, une violation à la Constitution elle-même. Secondo, dans cette révision de la Constitution, il y a des facteurs clés qui ont été ajoutés. Je vais parler par exemple du parrainage et du couplage des élections, en quelque sorte, du couplage des élections. Et surtout, c'est de ce couplage des élections qu'est née la prorogation du mandat du président de la République, c'est-à-dire du président actuel en exercice de quelques 45 jours. Vous savez, les élections législatives et communales, d'accord, selon la nouvelle
constitution, encore que moi je ne vais pas trop appeler ça nouvelle constitution, je vais dire que c'est une constitution, c'est la constitution de 90 qui a été juste retouchée, révisée. Ça devient nouvelle en cette révision. Oui, bon, oui, nouvelle, parce qu'il y a juste des choses qui ont été ajustées. C'était juste une extension de la constitution de 90. Donc, cette nouvelle constitution, concernant le coupage des élections, vous savez, dans les années passées, il y a de cela des années, vous aurez dû remarquer que presque chaque année, il y avait élection au Bénin. Presque chaque année, il y avait élection, les élections présidentielles par-ci, les élections législatives par-là, les élections. Ce qui fait que même dans le laps de 5 ans déjà, on a tellement perdu de temps, l'État perd tellement le temps à organiser des élections durant le quinquennat que c'est-à-dire le président ou bien le gouvernement n'a plus le temps d'abord pour faire face aux réelles préoccupations du peuple. Aujourd'hui, les réelles préoccupations du peuple, excusez-moi, les réelles préoccupations du peuple, ce sont l'assainissement, l'asphaltage, le bien-être des populations. Réduction de la misère et la pauvreté, voilà, le thème d'emploi. Voilà. Si on doit perdre tout son temps en politique, si on doit perdre tout son temps à organiser des élections, à organiser durant tout un quinquennat, quand est-ce que le président doit avoir son temps pour bien travailler? Encore que l'organisation d'une seule élection, nous savons tous ce que ça coûte aux contribuables béninois, nous savons tous ce que ça coûte. Donc, on a opté pour le couplage. Voilà, c'est dans le but donc, de parer à tout ça là, à tous ces obstacles que les constituants dérivés, c'est-à-dire les députés, ont quand même opté pour le couplage des élections. Et le couplage des élections se fera en 2 temps, c'est-à-dire on couple les élections communales et les élections législatives. Et là, les élections législatives et communales auront lieu, c'est-à-dire le même jour, c'est-à-dire que le 2e du mois de janvier, selon la Constitution révisée. D'accord? Et les conseillers et les députés seront installés, d'accord, entre la première semaine et la 3e semaine du mois de février. D'accord? Entre la première semaine et la 3e semaine du mois de février, rigoureusement à la 2e semaine du mois de février pour installer comment on appelle, les députés, et la 3e semaine du mois de février toujours, d'accord, pour installer, comment on appelle, les élus communaux, c'est-à-dire les maires, consorts. Voilà. Ça, le problème est déjà réglé. Est-ce que, voilà, et dans ce siècle, on est déjà en février. De février, on est en mars. Alors que, si nous prenons par exemple l'article 132 du Code électoral, l'article 132 du Code électoral, autant pour moi, a été clair, il dit qu'il faut que les candidats aux élections présidentielles déposent leur dossier de candidature au moins 50 jours avant le lancement des campagnes. Arrimer, c'est-à-dire, ajouter cela, d'accord, autant qu'on a déjà fait, c'est-à-dire à la dernière semaine du mois de février. On est déjà à mars, d'accord? À mars, comptez les 50 jours d'abord. Ça tombe où? Bien, encore que, quand ce sont ces mêmes élus, c'est-à-dire, encore que ce sont ces mêmes élus qui vont parrainer, en quelque sorte, les candidats aux élections présidentielles. Mais il va falloir qu'ils soient installés, il va falloir qu'ils comprennent en quelque sorte l'enjeu. D'abord, il va falloir qu'ils comprennent quand même l'enjeu de ceux qu'ils veulent parrainer. Il va falloir quand même qu'ils... C'est ce qui a expliqué. Donc, entre le couplage des 2 élections, les élections législatives et communales, et les élections présidentielles, il doit y avoir un écart de 3 mois tout au moins. 3 mois. Pour permettre quand même aux élus de pouvoir bien se préparer afin de parrainer. Ce qui a fait changer donc les dates sur la prestation du 6 au 23 mai. Justement, du 6 au 23 mai. Puisque, si on devait tenir compte, d'accord, si on devait rigoureusement tenir compte du 6 avril comme étant... encore que je dois vous dire que dans aucune partie de la Constitution, je n'ai entendu, à moins que les juristes, comme le disent, viennent me dire le contraire, je n'ai entendu que rigoureusement, d'accord, que rigoureusement, autant pour moi, le président de la République doit prêter serment nécessairement le 6 avril. Non, mais le problème qui se pose actuellement, le président qui est là, 5 ans définis par la Constitution, ça n'a pas changé.
Donc, le 6 avril, il va boucler les 5 ans. Le 6 avril, je suis parfaitement d'accord avec vous que le 6 avril, il va boucler les 5 ans. Mais dites-moi, vous savez que et les maires qui ont été installés tout récemment, ils ont pour mandat 6 ans. Pourquoi leur mandat a été amené à 6 ans? C'est pour pouvoir corriger et c'est pour pouvoir être en phase avec 2026. Voilà. Maintenant, si nous devons tenir compte maintenant du mandat du président de la République, le mandat du président de la République, la loi dit que le président de la République, c'est-à-dire celui qui viendra en 2021, d'accord, doit prêter serment au 23 mai. D'accord. Du 23 mai, du 6 avril, d'accord, jusqu'au 23 mai, qu'est-ce qui pourrait exister? Alors que même dans l'ancienne constitution, dites-moi, même le 6 avril, le 5 avril, parce que j'entends de dire le 5 avril déjà à minuit, le mandat du président de la République prend fin. Dites-moi, l'élection présidentielle passée, et le 5 avril, c'est-à-dire le 6 avril, le 5 avril à minuit, est-ce que avant la prestation du serment, le lendemain à 8 heures, est-ce que le docteur Thomas Boni Yayi n'était plus président de la République? Alors que si on devait tenir compte de la rigueur, ça dit que déjà le 5 avril à 0 heure, son mandat était terminé. Je ne sais même pas pourquoi il faut polémiquer autour de ça là. Donc il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de polémiquer. Encore que le président de la République demeure le président de la République jusqu'au moment de la prestation de serment d'un nouveau président de la République. Ça peut ne pas être Patrice Talon. Donc c'est un sujet, pourtant polémique. Donc c'est un sujet pourtant banal. Ce sont nos obédiences politiques ou bien c'est dans le but de voir ça dans un aspect politique que des gens cherchent à dramatiser. C'est une récupération. C'est injuste, une récupération politique pour pouvoir discréditer l'image du président de la République. Encore que moi, je ne vois pas ce que 52 jours, c'est quelqu'un qui a fait 5 ans. D'accord, quelqu'un qui a fait 5 ans, je ne sais pas. S'il n'a pas pu faire quelque chose, c'est pas en 52 jours qu'il le fera. Qu'est-ce que 52 jours apporterait de nouveau au mandat, c'est-à-dire à l'existence, à la personne du président de la République, par exemple? Qu'est-ce que c'est 45 jours, qu'est-ce que cela apporterait à la personne du président de la République? Mais c'est dans le but de régler un problème politique. C'est dans le but de vraiment respecter le calendrier établi dans la Constitution qu'on a été obligé de prolonger le mandat du président de la République, d'accord, de 45 jours, afin de pouvoir tomber sur le 23 mai, le jour même de la prestation de serment du nouveau président qui va rentrer. Je pense que c'est dans cet esprit-là que le législateur de 2019 est resté en ajoutant 45 jours au mandat du président de la République. Donc c'est pour régler un problème. C'est pour régler le problème politique. Un problème politique pour moi. Voilà. Alors merci en tout cas pour les explications. Merci donc pour avoir essayé de décrypter, d'expliquer un peu comment des réformes politiques, surtout concernant le couplage des élections, nous en sommes arrivés donc à la prorogation des 45 jours du mandat du chef de l'État. Pour vous, Edem Guillaume Solegra, communicateur activiste politique, ceux qui pensent que c'est une prorogation fantaisiste ou à d'autres objectifs se trompent. C'est simplement des réformes la mise en œuvre des réformes qui donc ont conduit à cela. Et puisqu'on parle de couplage des élections à partir de 2026. Merci pour toutes ces précisions. En guise de conclusion, vous avez quelque chose à ajouter en guise de conclusion? Oui, rapidement, je voudrais tout d'abord vous remercier une fois encore, remercier le chef de l'État, son Excellence Patrice Guillaume Talon, pour tous les efforts qu'il a fait depuis 2016, parce qu'il a réussi à sortir le Bénin de la terre, il a réussi à transformer le Bénin comme il a dit. Mais nous vous dirons que cette dynamique... Il a réussi, selon vous, à révéler. Il a réussi à révéler réellement le Bénin. Aujourd'hui, partout dans le monde, on parle du Bénin et c'est déjà bien. Sur tous les plans. Sur le plan éducatif, sur le plan sécuritaire, sur le plan social, sur tous les plans. Et ça, c'est bien. Les résultats sont là.
Aujourd'hui, vous me connaissez Cotonou. Aujourd'hui, allez à Lokossa, allez à Plaroué, allez partout. Vous me connaissez le Bénin. Ce sont les fruits du réforme. Et je voudrais que cette dynamique continue. Et c'est pour cela que j'invite d'ailleurs mes chers compatriotes béninois à avoir une fois encore confiance, parce que le chef de l'État a déjà dit oui. Et pour sa propre succession, il a déjà dit oui. Il nous suffit, quitte à nous maintenant de l'accompagner, je voudrais demander aux Béninois d'avoir confiance encore en la rupture, d'avoir confiance en la personne du chef de l'État pour que la dynamique... Et je voudrais profiter pour dire à mes chers amis, à nos amis d'en face que le moment n'est pas au bruit stérile, autant pour moi. Le moment n'est pas à ça. Le moment n'est pas aux vaines polémiques. Le moment est à la constitution du Bénin. C'est qui les amis d'en face? Non, je veux parler de l'opposition. Quand on est opposant, on n'est pas opposant juste parce qu'on veut le pouvoir. Quand on est opposant, on apporte un plus à l'État qui gouverne actuellement, afin que les choses puissent mieux se passer. Merci. On aura peut-être d'autres occasions pour parler de l'opposition. Merci pour et bien sûr toutes ces précisions. Merci pour ce débat et puis bon retour et bon week-end par anticipation. Merci. À vous, c'était Edem Sodegla, Edem Guillaume Sodegla, communicateur et activiste politique. Pour lui, et bien sûr en 5 ans, Patrice Talon a effectivement révélé le Bénin à travers le PAG pour la question de prolongation du mandat. Ce n'est simplement qu'une conséquence des réformes politiques mises en œuvre pour le couplage des élections à partir de 2026.